Bonjour et bienvenue. C'est Lucien. Alors aujourd'hui, on va démarrer avec une histoire. Une situation vraiment bizarre. Franchement, c'est presque un scénario de film. Ah oui, raconte. Imagine un peu. Tu vas au cinéma voir un documentaire. Tu entres dans la salle, elle est magnifique, hein, un auditorium tout moderne, celui de Sénode d'après les images qu'on a. D'accord. Les lumières s'éteignent, le film démarre, et là, tu réalises que t'es absolument seul. Ah ouais, pas juste quelques sièges vides, genre. Non, non, le désert total. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la personne qui nous a envoyé ces notes pour aujourd'hui. 3 textes, très perso, qu'elle a écrits pour le cinéma, en fait, comme un retour. D'accord. Et le film en question, c'était The Neon People. Et c'est là que ça devient incroyable. Parce que The Neon People, ça parle de gens que la société a rendus invisibles. Oui. Du coup, le voir dans une salle où le public est lui-même invisible, c'est plus juste une coïncidence. C'est Hmm, une critique indirecte. Le contenant, la salle vide, se met à parler avec le contenu. C'est fou. c'est ça. Et notre discussion aujourd'hui, ça va être de déplier ça. De voir comment ce vide est devenu un personnage de la séance. Carrément. D'ailleurs, la personne le dit super bien dans ses notes. Elle parle pas d'une séance ratée, non. Elle dit, et je cite, une installation conceptuelle. Ah ouais, l'expression est forte. Très forte. On sent que ça a dépassé le film. Être seul là, c'était comme, je cite encore, prolonger matériellement ce que le film montre. Et puis il y a cette phrase, terrible et parfaite à la fois. Et laquelle? Personne n'était là pour ce que personne ne veut voir. Waouh. C'est d'une lucidité brutale. Ça capture tout. La réalité qui vient imiter l'art, mais de la façon la plus cruelle, quoi. C'est ça. Une des notes dit même que c'est la meilleure critique possible du film. Et, bah oui, c'est vrai, un critique essaierait d'expliquer l'indifférence de la société. Et là? Et là, la société a juste envoyé des sièges vides. C'est comme si l'univers avait écrit lui-même le dernier paragraphe de la critique. Le film dit « on les ignore » et le monde répond par un silence de mort. Et ça crée une atmosphère hyper particulière. Les notes parlent d'un malaise, mais aussi d'un humour très noir. On peut lire « il fallait presque rire du malaise ». On imagine bien ce flottement. La situation devient presque obscène. Tu donnes de la visibilité à des gens, un grand écran, tout ça, mais la lumière du projo se perd dans le vide. Elle ne rencontre aucun regard. Ce qui est fascinant, c'est que cette absence, au lieu d'annuler le film, elle le charge, elle lui donne une autre dimension. Elle l'augmente. Exactement. La personne dans la salle n'est plus juste une spectatrice, elle est témoin de 2 drames en même temps. Celui sur l'écran et celui de l'indifférence dans la salle. C'est une double vision. Ouais. Et pour bien comprendre, il faut qu'on parle du film. The Neon People, qu'est-ce que ça raconte au juste? Alors les sources qu'on a, Wikipédia, filmdocumentaire.fr, sont claires. C'est un docu d'un réalisateur français, Jean-Baptiste Thoret, et il nous emmène sous Las Vegas. Sous Las Vegas. Ouais, pas dans les casinos, dans l'immense réseau de tunnels de drainage, là où vit toute une communauté de sans-abri. Ah, d'accord. Et tout le projet repose sur ce contraste, mais d'une violence. En surface, t'as Las Vegas, la ville spectacle, l'excès, la lumière. La machine Afrique. Voilà. Et juste sous les pieds des touristes, dans les entrailles, t'as son négatif absolu. Le noir, l'humidité, la survie. Torre filme ce que Las Vegas produit, puis rejette. Il explore ce que les notes appellent le ventre honteux de la ville. Et son approche, c'est pas de juger, c'est ça? Non, pas du tout. Il n'arrive pas avec une thèse toute faite pour expliquer ou moraliser. Il écoute, il observe, il donne la parole. L'idée, c'est de laisser les lieux et les visages parler. Et pour ça, il fait un choix esthétique qui est assez marquant. Il tourne en cinémascope. Oui, et ça, c'est tout sauf un détail technique. Le cinémascope, c'est le format large, le format épique des westerns, des grands espaces. D'être John Ford, ouais. Exactement. Et l'utiliser pour filmer des gens coincés dans des tunnels sombres, c'est un geste artistique hyper puissant. Ça leur donne tout de suite une ampleur, une dignité tragique, comme le dit une des notes. Le cadre est immense, mais la place qu'on leur laisse dans le monde est minuscule. Le format lui-même raconte ça. Je vois l'idée de dignité tragique. C'est très juste. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, utiliser un format aussi grandiose pour filmer la misère? Est-ce que ça ne frôle pas l'esthétisation? Rendre la pauvreté belle, c'est un reproche qu'on entend parfois. C'est une excellente question.
Et le risque, il existe toujours, c'est un fil de rasoir. Mais d'après les retours, il semble que Torrey évite cet écueil. Justement parce que son cinémascope, il ne lui sert pas à faire de jolis plans larges et vides. D'accord. Il l'utilise pour cadrer les visages, pour capter les regards, pour donner de l'espace à la parole. La largeur du cadre, elle amplifie la présence humaine, pas seulement le décor sordide. Le geste reste profondément humain. Et il prend encore plus de sens quand on regarde qui est le réalisateur. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On ne peut pas piger le film sans piger qui est Jean-Baptiste Torrey. Ce n'est pas un documentariste classique. Pas du tout. C'est d'abord un immense critique et historien du cinéma, un des plus grands spécialistes en France du nouvel Hollywood, du ciné américain des années 70. Il a passé 20 ans à analyser, à écrire des livres de référence, avant de passer de l'autre côté de la caméra. Et ça change tout. Son film, ce n'est pas juste un documentaire. C'est l'aboutissement de toute une vie de réflexion sur le cinéma américain. Et ça se sent partout. Les notes de la personne dans la salle insistent beaucoup sur une influence, Écrasante. celle de Michael Mann. Voilà. The Neon People est décrit comme ayant, je cite, l'ossature de son cinéma. Oui, la comparaison est très précise, surtout avec un film comme Collatéral. Les notes parlent des mêmes excursions nocturnes, de ces mêmes lumières artificielles, au sodium, qui baignent tout. Cette idée de la ville comme un personnage, menaçant. Oui, une jungle de béton et de néon, à la fois superbe et terrifiante. On est en plein dans l'univers de Mann. Sauf que Torrey, il opère un détournement génial. Chez Mann, la ville, c'est un territoire que ses personnages, des pros, des flics, des tueurs, parcourent avec une sorte de maîtrise, d'élégance. Ils glissent dans la nuit. C'est ça. Dans The Neon People, Torrey reprend cette même grammaire visuelle, mais pour filmer ceux qui sont à l'arrêt complet, ceux qui ne glissent plus. Les tunnels, c'est l'antiflux. C'est le cul-de-sac. C'est là où la ville rejette ce qu'elle ne digère plus. C'est comme s'il prenait l'esthétique de Mann, mais en inversant le rapport de force. La ville n'est plus un terrain de jeu, c'est une machine qui écrase. C'est une version, comme le disent les notes, dépouillée, étranglée. Pas de Tom Cruise, pas de glamour, juste le poids de la ville. Et il n'y a pas que Mann. Les sources mentionnent un autre nom clé, John Carpenter. Et là, la boucle est bouclée de manière magistrale. On nous dit que les couleurs du film, ces teintes bleutées, orangées, c'est un hommage direct à Carpenter. Or, quand tu retournes à la bio de Torrey, tu découvres que le tout premier livre qu'il a coécrit, en 98, et c'était sur qui ? John Carpenter. Sur John Carpenter. Sa fascination pour ces cinéastes de la marge, de la nuit, de la paranoïa urbaine, ce n'est pas une coquetterie, c'est l'ADN de sa pensée de critique. Son film, c'est la continuation de son travail d'analyste, mais avec des images à la place des mots. D'accord, donc si on rassemble toutes les pièces, on a cette projection dans une salle vide, on a un film sur des gens que la société ignore, et on a un réalisateur obsédé par les marges du rêve américain. Comment tout ça s'agence? C'est quoi la grande image? La grande image, c'est celle du hors-champ. C'est un terme de cinéma, tout ce qui est en dehors du cadre, ce qu'on ne voit pas mais qui existe. Ok. Le projet de Torrey, c'est de faire un film qui est entièrement sur le hors-champ de Las Vegas. Il pointe sa caméra sur ce que la ville s'efforce de cacher. C'est le sujet même de ses livres. Ce paradoxe américain d'une façade ultra-lumineuse qui, pour exister, doit produire et dissimuler un envers incroyablement sombre. Et la projection à Céno de cette soirée unique vient apporter la touche finale à tout ça. Le hors-champ social dont parle le film. C'est devenu un hors-champ physique. Exactement. Des centaines de sièges vides. L'invisibilité des personnages à l'écran s'est matérialisée. Elle s'est incarnée par l'absence de regard dans la salle. La mise en abîme est vertigineuse. C'est ça. Le film documente un échec de la société et sa projection, par son propre échec ce soir-là, vient valider cet échec à une autre échelle. C'est tragique, mais c'est d'une cohérence intellectuelle folle. C'est comme si le film avait été si juste, si précis, dans sa description de l'indifférence, que l'indifférence elle-même s'était invitée à la projection pour lui donner raison. La dernière note, la plus courte, la plus poétique, elle résume tout en une phrase. Je la lis. Les invisibles sont apparus et l'absence a tenu leur rôle. C'est une phrase qui t'arrête net. Tout est dit. L'absence a tenu leur rôle. C'est d'une puissance parce que ça personnifie le vide. Oui. Ce n'est plus un accident, un pas de chance. L'absence devient un acteur, un personnage qui monte sur scène pour jouer la partition de l'indifférence. On ne pourrait pas mieux dire. Le vide n'était pas un vide, c'était une présence. La présence active de ce regard qui se détourne. Donc,
Pour résumer notre discussion aujourd'hui, elle nous a emmenés bien au-delà d'une simple critique de film. On est parti d'une anecdote, une projection solitaire, pour découvrir comment le contexte peut radicalement transformer une œuvre. Comment une salle vide, au lieu d'être un échec, devient le personnage principal d'une soirée. Créant un dialogue inattendu et bouleversant avec les images à l'écran. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la suite. Quand un film met toute son énergie, tout son art à rendre visible l'invisible, que se passe-t-il si, au final, personne ne regarde ? Est-ce que le geste de filmer, de donner la parole, suffit en soi à réparer une invisibilité ? Ou est-ce que l'acte de témoigner, par la simple présence d'un regard dans une salle, est la pièce manquante, indispensable, qui complète vraiment le geste du cinéaste ? C'est une bonne question. Et cette expérience à Sénois pose finalement cette question. Un film sur l'absence a-t-il besoin d'un public pour être complet, ou est-ce que, au contraire, l'absence de ce public en est la conclusion la plus logique et la plus terrible ?